Bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information de ce vendredi 29 août 2025. Cela dit, la mesure de réciprocité engagée par l'État nigérien contre certains pays européens dans l'octroi des visas n'a pas laissé indifférents les acteurs de la société civile du pays, à l'exemple de Bana Ibrahim. Pour ce dernier, cette décision des autorités du Niger est conforme au droit international, comme vous allez le suivre dans cet extrait. Oui, elle est fondée. Vous savez, les relations internationales, le droit international est bâti sur des principes parmi lesquels la réciprocité. C'est-à-dire que lorsqu'un pays prend une décision à votre rencontre sur le plan des relations internationales, il est autorisé et conseillé même d'agir dans le même sens à l'égard de ce pays. Et comme le ministre des Affaires étrangères du Niger l'a rappelé, les Nigériens souffrent beaucoup dans les procédures d'obtention de visa pour se rendre dans certains pays européens. Le ministère a attiré l'attention de la délégation de l'Union européenne, a demandé des assouplissements pour permettre que certains pays qui sont représentés dans notre capitale puissent délivrer des visas à nos ressortissants. Malheureusement, le constat a été fait que ces pays refusent jusque-là d'ouvrir des services consulaires dans leurs ambassades pour permettre à ce que les Nigériens obtiennent plus facilement. Donc, il est dans notre droit que le ministère des Affaires étrangères, le gouvernement et le CNSP du Niger prennent également des mesures pour pouvoir imposer à ces pays les mêmes conditions qu'elle impose à nos ressortissants. C'est ça le principe, c'est l'un des principes cardinaux des relations internationales. L'affirmation de la souveraineté des États africains est un processus qui est inarrêtable. C'est un processus qui est né d'une longue histoire de la contestation de la colonisation, de l'esclavage et aujourd'hui du néocolonialisme. Le temps est révolu où les pays africains courbaient les chines devant l'Occident ou devant les pays de l'Union européenne ou des États-Unis. Désormais, nous sommes décidés à regarder n'importe quel État en face et à envisager toute coopération avec un autre État dans le sens de la protection des intérêts de nos pays et le sens de la protection des intérêts de nos peuples. Ce sont les seuls guides désormais des principes ou des relations internationales que nous bâtirons avec les autres États. Nous n'allons plus regarder, permettre que des pays nous regardent avec mépris. Nous allons regarder les pays face à face, d'égal à égal, et nous serons prêts à prendre toute décision pour réagir par rapport au comportement de ces pays. Pendant la saison pluvieuse, beaucoup de familles rencontrent des maladies de la peau, dont entre autres le prurigo Strophyllus, que peu de personnes connaissent par son vrai nom. Dr Ouedraogo Mamadou Maimouna, dermatologue vénérologue, nous explique ses causes et comment ces derniers se manifestent. Le prurigo Strophyllus est une dermatose inflammatoire immunoallergique qui se voit habituellement chez les enfants. C'est vraiment le prurigo, la forme aiguë du prurigo qu'on observe chez les tout petits. Le prurigo est dû à une réaction. Le prurigo Strophyllus, puisqu'il y a plusieurs types de prurigo, le prurigo Strophyllus est dû à une réaction allergique que les gens font à l'enzyme qui se trouve dans la salive des moustiques. Donc, dans ce cas, on peut dire que le prurigo est dû à la piqûre des moustiques, puisque les patients qui ne sont pas exposés ne font pas de prurigo Strophyllus habituellement. Et il y a une susceptibilité personnelle aussi qui est observée, souvent chez les patients qui habituellement font des allergies, ils sont atopiques, ils font beaucoup d'allergies. Mais même en dehors des atopiques, il y a des enfants quand même qui font le prurigo Strophyllus. Le prurigo Strophyllus se manifeste par des boutons qui grattent. C'est des boutons au début qui ne contiennent pas de l'eau, des boutons durs. Après, dans les 24 à 48 heures, nous avons un petit bouton contenant de l'eau qui peut se mettre
qui se plaçait au milieu du premier bouton qui ne contenait pas de l'eau. C'est cette lésion qu'on appelle séropapule de Tommasini. C'est vraiment la lésion caractéristique du prurigos trophilus. Maintenant, sous l'effet du grattage, puisque c'est une lésion qui gratte beaucoup, là, on a une excoriation centrale et après, la lésion peut évoluer vers une petite plaie ou s'affaisser. À ce stade, on peut avoir plusieurs complications comme les surinfections, toujours sous l'effet du grattage. Maintenant, ces lésions se situent habituellement sur les membres, les zones qui sont exposées à la piqûre des moustiques. Chez les enfants, habituellement, c'est les mains, les avant-bras. Et aux membres pelviens, vous avez les pieds jusqu'aux jambes. Quand on déshabille l'enfant, sauf ceux qui dorment torse nu, bien sûr, on n'a pas de lésion au niveau du tronc, dans la plupart des cas. Donc, les parents peuvent reconnaître le prurigo à travers ces signes. On les évite le plus souvent en mangeant de la pastèque. Ce sont les graines de pastèque ou les pépins qu'on jette. Et pourtant, ces graines sont d'une importance capitale pour l'organisme. Leurs bienfaits sont inestimables, notamment dans la prévention de certains problèmes gastriques, selon le nutritionniste que vous allez voir dans ce reportage signé Sherifatou Abdoulaye et Aboubakar Souley. Bien que de nombreuses personnes se sentent gênées par les pépins en mangeant la pastèque, ils sont pourtant parfaitement comestibles et présentent même des apports nutritionnels. Ces graines de pastèque sont très riches en fibres et en vitamines A et C, selon le nutritionniste. Les pépins de la pastèque, les vertus, on a un certain nombre de vertus, notamment leur richesse en vitamines. Et parmi les vitamines qu'on a dans les pépins de la pastèque, on a notamment la vitamine A et la vitamine C. Et cela permet notamment de renforcer le système immunitaire et cela permet également de lutter contre la fatigue. Maintenant, en plus de la vitamine A, de la vitamine C, les pépins de la pastèque contiennent des sels minéraux. Parmi les sels minéraux, on peut notamment citer le fait que ces pépins contiennent beaucoup de potassium. Et le potassium, c'est bien notamment pour le fonctionnement du cœur, c'est bien pour baisser la pression artérielle. Maintenant, en plus des deux éléments, on a également des fibres alimentaires dans les pépins. Lorsqu'on consomme les pépins de la pastèque, on peut avoir des fibres alimentaires, ce qui peut améliorer la digestion et peut permettre de prévenir un certain nombre de maladies. Notamment, on sait que leur teneur en fibres, ça peut avoir un effet sur l'abaissement du taux de cholestérol, ça peut avoir un effet sur l'abaissement de la pression artérielle et ça peut également permettre de réguler la glycémie. Maintenant, en plus des éléments que j'ai cités, on a d'autres éléments qu'on appelle les phytomicronutriments qu'on va retrouver dans les pépins de la pastèque. Parmi les phytomicronutriments qu'on va avoir dans les pépins de la pastèque, on a ce qu'on appelle des flavonoïdes. Et ces flavonoïdes-là vont permettre à ces pépins-là de jouer un rôle important également dans la prévention de certaines maladies, parce qu'on sait que les flavonoïdes ont un effet sur la prévention des maladies cardiovasculaires, notamment par leur effet, l'effet combiné du potassium, également par l'effet des flavonoïdes. Les fibres des pépins favorisent la digestion et peuvent aider aussi à prévenir certains problèmes gastriques comme la constipation. De façon générale, comme je l'ai dit, la consommation des pépins de la pastèque, ça a un effet sur la prévention et le traitement des maladies, notamment les maladies d'origine digestive, comme la constipation, des maladies métaboliques comme le diabète, ça permet de mieux réguler la glycémie. Ça peut également avoir un effet sur les maladies cardiovasculaires, notamment de par le fait que ça permet de baisser la pression artérielle et de par le fait que ça peut avoir un effet sur la présence des flavonoïdes peuvent avoir un effet protecteur contre les maladies cardiovasculaires. Cependant, il est important de noter que la consommation des pépins de la pastèque doit être modérée car ils peuvent être difficiles à digérer, surtout s'ils sont consommés en grande quantité.
Dans les rues de Niamey, une odeur attire petits et grands. Aujourd'hui, nous vous amenons à la rencontre du maïs grillé, cette friandise qui fait le plaisir des habitants. Le compte rendu avec Hamsatou Ilyassou et Aboubakar Souley. À Niamey, dans les rues, une odeur bien connue envahit l'environnement. C'est celle du maïs grillé. Ce céréale très prisé par la population inonde les marchés et voies de Niamey, particulièrement pendant la saison de pluie. Le maïs provient de divers horizons. Prenons le maïs à Katako, mais provient du Gaïa, Nigeria, Bénin et autres pays. Étant une activité génératrice de revenus, de nombreuses femmes se donnent à cette activité afin de subvenir à leurs besoins quotidiens. Ça fait longtemps qu'on est dans la vente du maïs. C'est une activité qui rapporte beaucoup. J'invite les femmes à se lancer dans ce genre d'activité afin de subvenir à leurs besoins. Avec quelques pièces seulement, chacun peut s'offrir ses casse-croûtes populaires. Mais derrière ce goût apprécié, une réalité persiste. Quand les récoltes sont faibles, les prix grimpent et les vendeuses peinent à en vivre. Nous achetons les 4-5 maïs à 500 francs. Le sac de maïs est à 50 000. Nous voulons vraiment avoir une baisse des prix et le revend à 200, 250, 300 francs l'unité. Les clients pensent que nous le revendons avec cherté, mais ce n'est pas de notre faute. La consommation du maïs grillé, simple gourmandise, mais deux fois constitue aussi un moment de partage et de convivialité dans les rues de Niamey. Du sport, le stade régional de Tillabéri a abrité le 27 août dernier la finale du tournoi des grandes vacances de la capitale du fleuve. Cette édition, la 25e du genre qui a vu le sacre. L'AS Bagdad était placée sous le thème « L'engagement de la jeunesse pour l'unité et la cohésion sociale, gage d'une meilleure refondation au Niger ». Le résumé avec Adam Soumana sur les images de Juponou. Après un mois de compétition ayant regroupé 14 clubs de la capitale régionale de Tillabéri sous l'égide du Conseil national de la jeunesse, en collaboration avec l'association régionale de football, le tournoi des grandes vacances, édition 2025 connaît ainsi son épilogue avec un face-à-face entre l'association sportive Bagdad et l'association police numéro 15. Deux équipes qui ont tenu en haleine le public venu nombreux pour la circonstance, avec à sa tête les autorités régionales, départementales et communales. Une édition du tournoi des grandes vacances qui est placée sous le thème « L'engagement de la jeunesse pour l'unité et la cohésion sociale, gage d'une meilleure refondation au Niger », dont l'un des organisateurs nous donne les raisons de son choix. Cette année, nous avons placé cette activité sous le thème « L'engagement de la jeunesse pour l'unité et la cohésion sociale, gage d'une meilleure refondation au Niger ». L'objectif recherché à travers cette activité, c'est d'amener la jeunesse à s'engager auprès des autorités, auprès des plus hautes autorités, au premier rang desquelles son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État, et tous les membres du gouvernement qui sont engagés pour refonder notre pays. Notre pays a besoin de refondation parce qu'on avait souffert dans le temps passé. Mais depuis l'avènement du CNSP au pouvoir, nous, population de Tillabéri, nous avons senti un changement. Et pour que ce changement puisse être définitif, il faudrait que la jeunesse puisse s'engager aux côtés de ces autorités pour que l'affaire soit une réalité durable dans notre communauté. Et vous avez vu, l'activité c'est en collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité sont venues massivement et aujourd'hui la finale est en train de se jouer entre une équipe de FDS et une équipe civile. Et Dieu merci, ça s'est très bien passé, ça s'est passé dans de bonnes conditions. C'est le lieu pour nous de remercier les autorités régionales, au premier rang desquelles
le lieutenant-colonel Mena Boukar, l'administrateur délégué de la commune urbaine de Tillabéri, la préfète du département de Tillabéri et tous les responsables des forces de défense et de sécurité qui nous ont soutenus pour la réalisation de cette activité. Cela démontre à quel point ils sont prêts, en tout cas pour nous accompagner, pour accompagner la population, pour que la cohésion sociale puisse être un véritable clé pour le développement de notre commune. Quant à cette grande finale, elle a vu à la fin du temps réglementaire le sacre de l'association sportive de Bagdad qui a eu raison de son challenger du jour, la SCNS numéro 15, sur le score de 2-1. La remise de trophées aux équipes ainsi qu'aux joueurs qui se sont distingués lors de ce tournoi a marqué le temps fort de cette 25e édition du tournoi des grandes vacances de la capitale du fleuve. Fin à l'instant au centre technique de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT de la première édition du championnat national U13, une finale remportée par l'AS Niamey par un score de 5 buts à 1 face à l'Académie de l'élite de la FENIFOOT. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni. Niamey en bleu marine et l'Académie d'élite de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT en blanc, c'est l'affiche de la finale du championnat national U17. Finale remportée par l'AS Niamey par un score de 5 buts à 1. Les sélectionneurs du MENA U17 s'en réjouissent de la qualité de prestation des joueurs. Le Niger regorge des purs talents. Et l'observation que nous faisons par rapport à cet événement, nous avons pu recruter des jeunes, aussi bien dans les deux équipes qui ont joué la finale, mais aussi au niveau de l'intérieur, au niveau de certaines régions. Ça prouve aussi que les entraîneurs des jeunes sont en train de travailler pour pouvoir développer le football à la base. Mais ce qu'il faut relater, moi en tant que sélectionneur, c'est par rapport au niveau de la compétition IFOAB. Parce que nous avons participé l'année passée à Accra, au Ghana, à l'édition. Nous avons vu les exigences de cette compétition U17 qui demande beaucoup plus d'impact physique que d'impact technique ou tactique. Pour l'initiateur de ce tournoi, à savoir la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, ce championnat national de U17 a répondu à toutes leurs attentes. Le bilan est très satisfaisant et au bout de cette campagne de ce championnat national U17, qui, j'allais le dire, c'est la première déjà, qui a regroupé toutes les régions, nous avons pu sélectionner 35 joueurs qui vont être en stage bientôt. Pour une dizaine de jours ou 2 semaines en vue de participer à la compétition U17 de la zone IFOAB. Je l'ai dit à l'ouverture de ce championnat que nous avons un double objectif pour ce championnat. D'abord, remplir des exigences de la FIFA en ce qui concerne les compétitions des jeunes. Et deuxièmement, faire un tournoi qui va permettre d'avoir une sélection nationale qui regroupera l'ensemble des régions du Niger. Et donc, comme je le disais tantôt, nous avons sélectionné 35 joueurs qui seront en stage très bientôt. En vue d'être sélectionnés, nous aurons à la fin 20 joueurs qui vont être sélectionnés pour le championnat IFOAB de la zone. Ensemble, nous avons pu tenir ce championnat, c'est le plus important. Et le regroupement va permettre en tout cas à ceux qui ont été détectés d'avoir en tout cas un temps assez de repos pour pouvoir continuer la compétition après. C'est devant un public que les finalistes ont été récompensés. Le premier s'en sort avec une coupe et plusieurs ballons. Et le finaliste malheureux s'en sort avec également des ballons. Et c'est sur ce championnat national à U17 que se referme cette édition. Monsieur, dames, merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.